Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source et au nom de toute l'équipe de Code Source, je vous souhaite une très bonne année 2025. Après Emmanuel Macron, François Bayrou s'est rendu les 30 et 31 décembre à Mayotte, dévasté le 14 décembre par le cyclone Chido. Le nouveau Premier ministre a promis une série de mesures pour aider les Mahorais qui manquent d'eau, de vivres, de matériel pour reconstruire et d'électricité. Le cyclone a fait 39 morts et plus de 5600 blessés, d'après un bilan publié le 29 décembre par la préfecture. Christelle Brigodeau est journaliste au Parisien. Elle a passé une semaine sur place, juste avant Noël. Elle est dans Code Source aujourd'hui pour nous raconter ce qu'elle a vu. Christelle Brigodeau, c'est où et c'est grand comment Mayotte? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce territoire d'outre-mer? Oui, alors c'est un confetti dans l'océan Indien, situé entre l'Afrique et Madagascar, donc dans l'hémisphère sud. C'est une île au climat tropical. En ce moment, c'est l'été là-bas. C'est la saison des pluies. Il fait 35-38 degrés avec des pluies très fortes plusieurs fois par jour, quelquefois. C'est une île qui est très petite, qui fait 380 km², mais qui est très densément peuplée, qui est aussi densément peuplée que Paris. C'est le territoire français le plus dense après la capitale. Cette île, d'un point de vue même politique, est une sorte d'anomalie parce que c'est un point français dans un archipel qui est comorien, et c'est de là que sont nés beaucoup de problèmes que connaissent actuellement les Mahorais et Mayotte, parce que la population des Comores, qui a un niveau de vie bien moins élevé que celle de Mayotte, vient en masse à Mayotte, ce qui crée d'énormes problèmes démographiques, de délinquance, de surpopulation dans des bidonvilles au-dessus des villes. Alors on parle régulièrement de Mayotte dans l'actualité, notamment pour cette question dont vous venez de parler d'immigration clandestine en provenance du reste des Comores. On a aussi beaucoup parlé de Mayotte depuis 2023 avec le début de l'opération Wambouchou. C'est quoi l'opération Wambouchou ? Alors Wambouchou en mahorais, ça signifie reprise en main. Et c'est une opération qui a été décidée sous le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui vise en fait à démanteler les bangas, c'est-à-dire les cases en tôle qui fleurissent un peu partout dans les interstices des villes et des campagnes à Mayotte. L'objectif en fait, c'est de faire descendre la pression migratoire et la pression démographique dans cette île qui est un peu coupée en deux, parce qu'on a d'un côté la population mahoraise qui vit donc dans les villes, dans l'habitat, disons, en dur, et d'un autre côté, cette population clandestine qui vit sur les collines, dans des cases en tôle très précaires, et entre les deux, c'est creusé un fossé énorme, nourri de problèmes de criminalité, de problèmes de pauvreté très forte, d'épidémies, donc c'est une vraie poudrière. Après le passage du cyclone Chido qui a frappé l'archipel le 14 décembre, Christelle Brigodeau, vous êtes envoyée sur place par le Parisien. Vous atterrissez d'abord à La Réunion le 17 décembre et sur place à La Réunion, vous voyez que l'aide s'organise. Oui, alors l'aide s'organise dans des lieux précis. On ne voit pas partout à Saint-Denis de la Réunion des gens qui se mobilisent à la sortie des supermarchés. Voilà, la vie est complètement normale à Saint-Denis, mais à l'aéroport et notamment dans la base militaire qui est juste à côté de l'aéroport civil, là on voit le gros avion cargo de l'armée qui fait le plein en fait de marchandises, d'eau, de tronçonneuses, d'équipements divers pour aider en fait la population à Mayotte et pour aider les secours qui commencent juste à arriver. Parce que le gros problème là, c'est que c'est de l'aide qu'il faut acheminer assez loin. Même depuis Saint-Denis, on est à 2 heures d'avion de Mayotte. C'est assez compliqué d'aller sur place. En tout cas, par rapport aux dégâts et aux besoins, ça semble encore petit, même si on parle de tonnes et de tonnes d'aide qui arrivent. Oui, et les Mahorais, les habitants de Mayotte qui vivent à La Réunion, se mobilisent eux aussi. Dans Saint-Denis, il y a aussi la délégation de Mayotte à La Réunion qui centralise l'aide de la communauté mahoraise qui se trouve à Saint-Denis, puisqu'il y a beaucoup de Mahorais qui vivent à La Réunion et qui, eux, apportent du riz, du lait pour les enfants, des vêtements, des chaussures, tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'aider. Tous sont très inquiets parce qu'ils essayent aussi d'avoir des nouvelles de leurs proches qui sont sur place. Ils n'arrivent pas à en avoir parce que les communications sont rompues. Donc il y a à la fois beaucoup d'aide et énormément d'inquiétude dans cet endroit. Vous atterrissez le lendemain à Mayotte, à Dzaoudzi, l'ancien chef-lieu sur l'île de Petite-Terre,
Qu'est-ce que vous voyez ? Quand on sort de l'aéroport, il règne un calme un peu étrange. On voit un enfant qui fait du vélo comme ça tout seul. Il y a quelques personnes mais très peu de gens. Et puis un peu plus loin, on voit un barrage de police parce qu'en fait la police et l'armée, les militaires de la Légion étrangère qui sont basés à Mayotte sont déployés pour assurer le calme, notamment autour de l'aéroport, ce qui explique le calme ambiant aussi. Et vers le débarcadère, on voit un bateau, une barge qui sert normalement à faire la liaison entre les deux parties de Mayotte, qu'on appelle Petite Terre et Grande Terre, qui est écrasée à côté du débarcadère, échouée sur la berge. On voit une terre pelée, on voit des arbres qui sont à moitié couchés ou des palmiers avec les palmes qui vont toutes dans le même sens, en fait, comme si le vent les avait figés comme ça dans cette position. C'est assez étrange. Et puis quand on lève les yeux, en fait, on voit sur les collines ce qui était avant des bangas, donc ces fameuses cases en tôle. On se rend même plus vraiment compte qu'il y avait des maisons à cet endroit-là. On voit juste une espèce de désolation et que tout a été emporté par le vent. Juste après, vous partez en reportage à Mamoudzou, l'actuel chef-lieu de Mayotte, dans les bidonvilles qui surplombent la ville. Notamment, on se rend dans une partie de Mamoudzou qui s'appelle Cavani. On est quelques jours seulement après le cyclone, mais déjà, les gens sont en train de reconstruire. Dès le départ, en fait, dès le lendemain du cyclone, on nous explique que les personnes ont commencé à reconstruire pour une raison très simple, c'est qu'elles ont très peur que le cyclone ait fait l'effet d'une énième opération Wambouchou, c'est-à-dire que ça serve de prétexte aux autorités pour enlever les bidonvilles, enlever les cases et déloger la population illégale de ces endroits. Donc la priorité des priorités pour tout le monde, c'est de reconstruire. Le problème, c'est que il manque des tôles, il manque de quoi reconstruire et surtout il manque d'électricité, d'eau, de nourriture. En fait, quand on arrive là-bas, on se rend compte que les gens sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont rien, ils ne voient pas de l'aide arriver et ils doivent se débrouiller un peu tout seuls. Qu'est-ce qu'on vous raconte du cyclone Chido en lui-même ? Qu'est-ce que les habitants ont vécu ? Dans les quartiers habités par des personnes sans papier, donc sur les hauteurs de Mamoudzou par exemple, beaucoup de gens ont pris les alertes du gouvernement et de la préfecture comme un piège. Ils ont cru qu'on essayait de les faire descendre de leur colline pour les raser, pour raser leur quartier et pour arrêter les sans-papiers et les renvoyer aux Comores. Donc en fait, ils sont restés, même s'il y avait des alertes et beaucoup de communication qui a été faite autour du risque de ce cyclone. Et sur place, le samedi matin, quand le cyclone arrive sur Mayotte et que l'œil du cyclone arrive au nord de Mayotte, tout à coup, ils se rendent compte que c'était pas des blagues et que les vents sont énormes. Tous les toits s'envolent, y compris les toits des maisons en dur. On nous décrit en fait des tôles qui volent dans le ciel comme des oiseaux et qui arrivent sur les gens sans qu'ils aient pu les voir. Il y a de la pluie évidemment, un vent énorme. Ça fait un bruit incroyable et des gens nous expliquent qu'ils ont encore peur maintenant. Rien que d'entendre un petit souffle de vent, ça les traumatise parce qu'ils ont vraiment ce bruit encore dans les oreilles. Et en fait, ils se retrouvent pris au piège parce que s'ils ne sont pas partis au début du cyclone, c'est absolument impossible pour eux de descendre ou d'aller dans la rue au moment du pic du cyclone. Quelques jours après votre arrivée à Mayotte, le jeudi 19 décembre, le président Emmanuel Macron vient en visite sur l'île. 7 jours après, on n'est pas capable de donner de l'eau à la population. Je comprends votre impatience. On va faire le maximum. Vous pouvez compter sur moi et on ne lâchera pas. Qu'est-ce que les gens vous disent à son sujet ? Comment est perçue cette visite ? Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de gens ignorent que le président est là. Puisqu'il n'y a pas de réseau, pas d'électricité, pas de téléphone qui fonctionne pour beaucoup de gens. Il fait une visite presque incognito pour une grosse partie des Mahorais qui apprendront souvent le lendemain ou 2 jours après que le président était là. On en parle aux gens qui nous entourent et aux gens que l'on rencontre. Et je pense notamment à une jeune fille qui s'appelle Noara Maoulida, qui a 20 ans, qui est une étudiante alors sans papier, mais qui a fait toute sa scolarité dans les écoles de la République, en BTS. Quand on lui dit Emmanuel Macron est là, parce qu'on voit l'hélicoptère au-dessus de notre tête qui fait le tour, et on pense que c'est l'hélicoptère qui transporte Emmanuel Macron pour voir les dégâts sur l'île, elle a un mouvement presque de rejet à dire, bon voilà, on a l'habitude d'avoir des présidents de la République ou des premiers ministres qui viennent nous voir, c'est chaque fois pareil, à chaque fois ils nous disent ce qu'on veut entendre et puis derrière il se passe rien. Donc en fait, beaucoup de gens que l'on rencontre ont ce même réflexe qu'elle, d'être très désabusés, de
pas vraiment croire la parole publique. Eux veulent des tôles pour reconstruire leur logement, ils veulent de l'eau, de l'électricité, mais les belles paroles, ils en ont assez. Ils sont venus en première classe, ils s'en vont en une journée. Ils n'ont même pas le temps de nous recevoir. Donc là, ça suffit. Ça suffit ce merdier. Ça suffit. D'accord ? On va se battre avec ou sans la politique républicaine. On va se battre, mais nous existons. Le vendredi 20 décembre, vous faites un reportage justement sur le problème de l'eau. Vous êtes à Aqua, une commune enclavée tout au bout de Mayotte, à l'ouest. Vous rencontrez des habitants qui essaient de fabriquer un puits. Oui, ils redécouvrent en fait un ancien puits. C'est une source naturelle qui n'est pas vraiment aménagée. En fait, l'eau remonte depuis le sol, donc ça crée une espèce de mare, comme un marécage avec des plantations autour. Il y a en réalité deux sources, une qui a été consolidée quelques années auparavant avec des blocs de pierre et de la maçonnerie qui a été faite pour faire un puits un peu comme un lavoir, et l'autre source qui est encore naturelle et donc qui mérite d'être consolidée, d'être aussi nettoyée parce qu'il y a des déchets qui sont là dans cette eau. C'est pas de l'eau qui est normalement bonne pour boire, mais en fait, comme il n'y a pas d'eau, c'est très difficile de se procurer des bouteilles d'eau. Les gens nous expliquent qu'ils la boivent, ils la font bouillir et ils la boivent malgré les conseils des autorités sanitaires qui recommandent de ne pas le faire. Et là, près de cette source et avec ces habitants qui se mobilisent, vous rencontrez un éducateur prénommé Marley. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors Marley est arrivé peu de temps avant le cyclone à Mayotte. Mayotte, c'est sa terre d'origine. Sa grand-mère, sa mère sont nées là-bas. Lui a passé beaucoup de temps en métropole. Il est revenu il y a 6 mois à Aqua, qui est un peu son fief, pour y élever ses enfants et y construire sa vie. Comme tout le monde, il est à l'affût des biens essentiels pour vivre et notamment de l'eau. On le retrouve en fait près de cette source où les habitants vont faire la queue. Il explique aussi à quel point la situation est tendue pour les habitants. Et le maire d'Aqua confirme qu'effectivement, il a quand même des craintes. Si l'eau n'arrive pas en quantité suffisante, il a peur que les gens finissent par se battre pour de la nourriture ou des bouteilles d'eau. Christelle Brigodeau, à Mayotte, il y a plus de 8000 enseignants, dont beaucoup de métropolitains, et parmi eux, certains restent, d'autres préfèrent rentrer, d'autres espèrent rentrer au plus vite dans l'Hexagone. Les enseignants se trouvent face à un dilemme entre d'un côté se mettre en sécurité, aller respirer un petit peu auprès de leur famille en métropole ou à La Réunion, et d'un autre côté rester auprès de leurs élèves. Beaucoup sont sans nouvelles de leurs élèves collégiens, écoliers ou lycéens et aimeraient être là pour eux. Donc il faut choisir entre les deux. Concernant le bilan humain, depuis les heures qui ont suivi le passage du cyclone Chido, il y a un doute sur le chiffre du nombre de morts. Oui, et ce doute existe parce que personne n'est allé quadriller, Mayotte, depuis les plages jusqu'au sommet des collines, de façon exhaustive pour regarder et faire un bilan, un état des lieux du nombre de morts. Évidemment, ça, ce sont des choses qui doivent être faites, mais qui ne sont pas faites dans les tout premiers jours, puisque les secours se concentre d'abord sur les vivants et sur l'urgence, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'électricité, etc. Et là, on part en fait un peu en conjecture. Même le préfet de Mayotte évoque des probables milliers de morts. Des secouristes de La Réunion notamment vont évoquer des dizaines de milliers de morts, chiffre qui sera repris un temps par la chaîne de télévision Mayotte la première, puis tout de suite enlevé. Mais ça montre bien ce climat où on se dit qu'il y a des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Et pourtant, quand on se rend dans les quartiers des bidonvilles ou dans les quartiers de Mamoudzou, on se rend compte que oui, il y a des victimes, oui, le bilan est lourd d'un point de vue matériel et humain, mais certainement pas au point d'avoir des milliers ou des dizaines de milliers de morts. Le samedi 21, vous êtes dans un village, Dzoumonier, et un Comorien sans papier vous parle d'une femme, une mère de famille, qui a été victime du cyclone, qui est morte dans ce cyclone. Ce jeune homme est un jeune père de famille. Il nous fait visiter en fait cette espèce de village de tôle qui se dresse au-dessus du village en dur. Là, on est au nord de Mayotte, donc à un endroit qui a été particulièrement touché, à l'ouest de Mamoudzou. Il nous parle, de cette femme qui vit un peu plus loin et qui a reçu en fait une tôle en pleine tête, donc qui l'a tuée sur le coup. Il a transporté avec cet ami le corps de cette femme sur une tôle qui servait comme de brancard. Il descend au village et donc
Quand même, les secours sont appelés, les pompiers vont finir par arriver et emmener des blessés. Et cette femme qui est déjà décédée va être enterrée. Il nous montre l'endroit où elle est enterrée. C'est une tombe toute simple, en fait, un monticule de terre surmonté de cailloux pour montrer que là se trouve un corps. Mais il nous explique que ce corps-là a été déclaré, enfin tout le monde le sait dans la population que cette femme est enterrée là. Il y a d'autres personnes qui ont été enterrées au cimetière municipal et on voit dans d'autres quartiers à Mayotte, effectivement, des tombes qui ont été creusées dans les cimetières. Donc oui, il y a eu des victimes, on voit des tombes, mais on n'en voit pas des centaines. Christelle Brigodeau, le 23 décembre, vous êtes à Petite-Terre, là où se trouve l'ancien chef-lieu Dzaoudzi, dont on a déjà parlé, et vous revenez sur le sentiment d'abandon ressenti par une grande partie des Mahorais. Oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui domine, y compris chez des personnes qui sont fonctionnaires du commissariat de police ou enseignants ou personnel soignant, donc des gens qui sont normalement partie prenante du système de l'État et qui eux-mêmes disent on est abandonné parce que même si de l'aide est coordonnée et arrive, quand on est sur place, on la voit pas tellement, cette aide. Parce que soit ils sont pas au courant des distributions qui sont faites, soit elles sont trop peu nombreuses. Effectivement, nous, en presque une semaine sur place, à aller de quartier en quartier, on a vu une seule distribution d'eau. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais ça ne se voit pas parce que les besoins sont énormes. On a vu des Mahorais qui essayaient par le système D d'aider les plus démunis, d'aider les personnes qui étaient encore plus touchées qu'eux, en allant par exemple dans des restaurants, faire de la cuisine pour tout le monde, pour tout un quartier, et emmener ensuite des centaines de barquettes pour les enfants des quartiers des bidonvilles. Donc il y a de la solidarité, il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui se font finalement sur l'absence de l'État. Et c'est vrai que ce qui est revenu de façon récurrente dans les dialogues qu'on a pu avoir avec les personnes sur place, c'est qu'ils nous disaient souvent, mais vous êtes journalistes, mais vous êtes les premiers qui viennent nous demander des nouvelles. On n'a vu personne de l'État, on n'a pas vu de secouristes, personne de la mairie, personne n'est venu juste nous dire comment ça va. De quoi manquent les habitants de Mayotte ? Alors il manque de tout, il manque de matériel pour reconstruire, il manque d'eau, il manque de nourriture et il manque, d'attention. C'est-à-dire comment ça va, là, il est assez vital en ce moment parce que à Mayotte, tout le monde sait depuis longtemps que c'est un département pas comme les autres parce que c'est un département plus récent avec des problématiques qui sont uniques, qui sont spécifiques à Mayotte. Le sentiment d'abandon, il existait avant le cyclone, mais là, quelque part, le cyclone a révélé l'ampleur de l'abandon du point de vue de beaucoup de Mahorais. Ils ont vraiment besoin de voir la solidarité de la France, les autres habitants de métropole, de la Réunion, se sentir partie prenante de la France et pas citoyen de seconde zone. Le même jour, le soir, vous suivez des gendarmes qui essaient de faire respecter le couvre-feu qui a été mis en place la nuit pour prévenir d'éventuels pillages, mais c'est très compliqué. Oui, évidemment, c'est difficile. Il y a un dialogue qui résume la situation. Les gendarmes en patrouille vont voir les personnes essentiellement pour faire de la pédagogie, leur expliquer déjà qu'il y a un couvre-feu de 22h à 4h du matin et leur dire, voilà, vous ne pouvez pas rester comme ça dans la rue. Et les gens répondent, bah oui, mais rentrer chez nous, on ne peut pas, on n'a plus de chez nous. Donc ça résume bien les choses. Évidemment, les gendarmes font avec cette situation. Eux-mêmes sont impactés, puisqu'ils vivent sur place par le cyclone. Et au cours de ces patrouilles, on voit en fait l'état dans lequel se retrouve la population de Mayotte la nuit. Il y a des gens qui vont rester dehors parce qu'il fait une chaleur intenable dans les maisons. Il n'y a pas d'électricité, donc c'est difficile de rester dans des endroits confinés comme ça, très chauds. Il y a des personnes qui vont essayer de trouver des points d'eau. Comme il y a un gros problème avec l'eau, la nuit, il y a moins de gens, donc c'est un moment aussi où on peut trouver de l'eau, se laver, etc. Il y a des personnes aussi qui vont se retrouver entre elles et aller boire des bières ou des alcools forts pour un peu se vider la tête. Ça fait quand même des jours et des jours que les personnes subissent une situation terrible, dorment dans des conditions très précaires, n'ont pas assez à manger, il y a un ras-le-bol qui s'installe et une tension qui commence à monter. Et les gendarmes d'ailleurs en sont bien conscients, leur rôle finalement dans ce couvre-feu, c'est surtout de faire retomber la pression plutôt que de l'augmenter. Christelle Brigodeau, à la fin de votre reportage à Mayotte, vous racontez aussi l'histoire de bébé Chido, un petit bébé qui est né juste après le passage du cyclone.
Oui, on entend parler de l'histoire de bébé Chido dans l'un des quartiers où on se promène. Et une dame, Afifa, nous explique qu'elle hébergeait 50 personnes chez elle parce qu'elle a une maison en dur, solide. Donc les gens étaient réfugiés dans sa maison pendant le cyclone. Et parmi eux, il y avait cette femme enceinte, très enceinte, qui était sur le point d'accoucher au moment où elle passe le pas de la porte. Le cyclone commence. Là, les vents sont énormes et détruisent aussi en partie la maison en dur. Il y a une inondation dans la maison. Et elle se rend compte que parmi la cinquantaine de personnes qui sont chez elle, cette femme enceinte est en train d'accoucher. En fait, le travail a commencé. Donc, avec d'autres femmes, elle s'arrange pour la mettre en sécurité dans un coin. Pendant ce temps, il faut s'imaginer que tout le monde a de l'eau jusqu'aux genoux. Il n'y a plus de toiture. Il y a des morceaux du plafond qui tombent. Et cette femme qui essaie de respirer, de se concentrer sur son bébé à naître. Afifa va courir dans la rue pendant une accalmie pour essayer de trouver quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital. Elle arrive à trouver quelqu'un et le bébé va naître quasiment dans le hall de l'hôpital, vraiment en arrivant. La maman va l'appeler Mkombozi, qui signifie, d'après ce qu'elle nous dit, le sauveur en mahorais. Tout le monde dans le quartier l'appelle bébé Chido et on voit que ce bébé, cette histoire, fait vraiment du bien dans un contexte compliqué et harassant. Merci Christelle Brigodeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti et Clémentine Spiller. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Et puis on vous invite également à écouter le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi matin, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.